Bonjour à tous, merci pour l'invitation à participer de cette conférence. Je m'appelle Octavio Cules, je suis directeur de la maison d'édition Teseo en Argentine. En 2011, j'ai fait une étude qui s'appelle l'édition numérique dans les pays en développement pour l'Alliance internationale des éditeurs indépendants et la fondation Prins Claus des Pays-Bas. Si vous êtes intéressé à lire l'étude, vous pouvez visiter le site alliancelab.org/études. Et j'ai ajouté sur le site alliancelab.org des articles de mise à jour depuis 2011. Donc dans ces minutes, je vais faire une synthèse, une description des tendances principales en termes de livres numériques qu'on trouve dans 4 régions principales. L'Amérique latine, ensuite l'Afrique, puis l'Inde et finalement la Chine, que je pense qu'il pourrait être considéré dans quelques années comme le centre du monde en termes numériques. Et finalement, je vais faire quelques réflexions, tirer quelques conclusions sur quelles sont en quelque sorte les leçons que nous pouvons tirer de l'expérience du Sud pour non seulement le Sud même, mais aussi pour les pays du Nord. Donc, commençons par l'Amérique latine. Comme vous le savez bien, l'Amérique latine a eu une croissance économique inédite dans la dernière décennie. La classe moyenne a grandi de 50%. Et ceci a attiré l'attention des grands acteurs internationaux du numérique, notamment Amazon, Google, Apple, surtout dans les grands marchés du Brésil et du Mexique. Vous le savez peut-être, il y a maintenant le site amazon.com.br et amazon.com.mx qui sont très très récents. Et Apple vient d'ouvrir son premier shop au Brésil, à Rio de Janeiro. À part les efforts des acteurs internationaux, on trouve pas mal d'initiatives locales, surtout en termes de e-librairie, c'est-à-dire des librairies de vente de livres numériques. Je mentionne seulement deux exemples qui sont très très dynamiques. Baja Libros en Argentine, c'est un projet qui a plus de 50 000 titres, la plupart sont en EPUB et en espagnol. Et puis Gato Sabido au Brésil. C'est juste 2 exemples, il y en a plusieurs. Et au Brésil aussi, on trouve 2 phénomènes extraordinaires qui sont d'abord les bibliothèques numériques payantes, la plus connue desquelles est Nuvem de Livros, c'est-à-dire nuage de livres. C'est un cloud qui rassemble plus de 11 000 titres et qui a, je dirais même, plus de 1 million d'abonnés qui payent mensuellement à travers d'un opérateur de cellulaire qui est Vivo, un coût très très bas pour avoir accès à tous ces titres. Donc c'est le modèle de souscription de livres numériques qui commence à fonctionner en Amérique latine. Et puis le deuxième phénomène assez impressionnant aussi au Brésil, c'est la question des réseaux sociaux autour des livres. Dans la ligne de Goodreads, l'entreprise américaine qui a été achetée par Amazon récemment, au Brésil, 2 entrepreneurs de Rio de Janeiro ont mis en place le projet Scoob, c'est-à-dire Books à l'envers. 1,2 million d'utilisateurs actifs qui font des commentaires, qui partagent des livres, qui même se rassemblent physiquement pour discuter à propos des livres papier ou livres numériques. Donc le phénomène social autour du livre en général est impressionnant, et c'est un phénomène social, comme nous le savons bien, qui maintenant se déplace vers le numérique. Et à part les initiatives privées, que ce soit internationales ou locales, il y a le facteur décisif qui est le secteur public, parce que les États latino-américains sont en train de fermer la fracture numérique avec des plans ce qu'on appelle des plans d'inclusion numérique, qui consistent à donner des dispositifs, aussi à donner des contenus ou à aider pour la migration. Surtout en Argentine, plus de 4 millions de laptops donnés aux élèves des écoles secondaires
au Brésil aussi, en Colombie, en Uruguay, au Pérou. Donc il y a plusieurs forces qui agissent et on peut voir que l'Amérique latine sera un marché très très dynamique, très très riche en termes de contenu, en termes de logiciels et en termes de dispositifs. Quand on passe à l'Afrique, on voit qu'il n'y a pas un phénomène iPad ou un phénomène Kindle comme on trouve si dans les grandes capitales latino-américaines. Mais par contre, on trouve d'autres phénomènes très intéressants qui sont des phénomènes de low-tech ou low-cost, c'est-à-dire une technologie accessible, une technologie qui s'oppose à la high-tech. Et c'est surtout d'abord sur l'impression à la demande informelle et ensuite sur les téléphones portables que cette technologie low-cost se développe. L'impression à la demande informelle, c'est d'abord le projet Paperwrite en Afrique du Sud. C'est un entrepreneur qui s'appelle Arthur Adwell qui a décidé un jour de mettre en place une plateforme de distribution de titres et même de chapitres séparés, spécialement visés au public universitaire. Il a dit, bon, on n'a pas beaucoup de bibliothèques, mais ce qu'on a dans presque tous les villages, les villages moyens et grands de l'Afrique du Sud, c'est des internet cafés, des coffee shops. Et où on a connectivité, internet de haut débit, et où l'on a aussi la possibilité d'imprimer ou de faire des photocopies. Donc si on lie les deux choses, on a un système d'impression à la demande qui permet d'avoir sur la plateforme une énorme masse de contenu qui s'imprime un par un, chapitre par chapitre, à la demande des lecteurs qui payent le coût de la photocopie plus un petit extra qui correspond au droit d'auteur et aussi au profit de la plateforme. Le deuxième exemple très intéressant de low-tech, c'est le projet M4Lit, ensuite au plus tard rebaptisé comme YOSA Project. Ceci a été mis en place par Steve Vossloh, un autre entrepreneur sud-africain. Et Vossloh a dit, à partir du même point de départ, bon, on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de librairie, mais ce qu'on a, c'est des téléphones cellulaires. Et c'est à partir de cette infrastructure qu'on peut distribuer de textes, de fiction, de toutes sortes de contenus pour des téléphones qui sont dans les mains de presque tous les habitants ou la grande majorité des habitants de l'Afrique, surtout de l'Afrique du Sud. Et j'aimerais ici lire une citation de Steve Vossloh qui est un peu longue mais qui vaut la peine. Je comprends qu'on a un besoin urgent de bibliothèques, mais je dois reconnaître qu'il est difficile d'imaginer qu'elle soit construite à court terme, si tant est qu'elle le soit un jour. En revanche, ce dont les jeunes disposent, ce sont des téléphones portables. Le projet que je dirige, qui s'appelle M4Lit, mobile pour l'encouragement à la lecture, prend ce contexte, pauvre en livres mais riche en cellulaire, comme point de départ. Si ce que les jeunes ont entre les mains, ce sont des téléphones portables, alors c'est avec cela que nous devons travailler. Passons maintenant à l'Inde. Comme vous le savez bien, l'Inde est un pays qui se caractérise par des grandes disparités. Il y a moins de 20% de pénétration Internet dans ce pays, ce qui est assez mauvais en termes relatifs bien sûr, mais assez considérable en termes absolus. Ce sont c'est plus de 200 millions de personnes qui ont accès à Internet. Mais malgré ces difficultés, l'Inde s'est positionnée comme un leader mondial en termes de logiciels et de développement de services technologiques. Et donc c'est peut-être à partir de ces deux piliers, les grandes disparités, mais en même temps la grande force technologique de l'Inde, que l'État a commencé à travailler sur un projet qui s'appelle Aakash, très 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 ambitieux. Eux, ils veulent donner plus de 200 millions de tablettes low cost, c'est moins de $35 le prix de chaque tablette, pour les étudiants. Ce qui va
être, si ceci peut se mettre en place finalement, ce qui va être une véritable révolution technologique et éditoriale. Aussi parce qu'il y a pas mal d'entreprises et même d'auteurs qui commencent à travailler des contenus pour distribuer sur cette plateforme. J'aimerais maintenant citer Ajit Balakrishnan du site web Rediff. Il était interrogé par un journaliste à propos du futur numérique de l'Inde. Et il répond: d'abord, il faut viser les téléphones portables, puisqu'ils représentent le grand point d'inflexion. Deuxièmement, nous devons penser à concevoir des produits de consommation massive, pas seulement pour l'élite, mais pour ce monsieur tout le monde qui conduit son scooter. Ce sont les clés du succès. Il n'y a pas à se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Le reste viendra de lui-même. Donc, c'est essentiel de voir ça, que la question de l'échelle, la question de la massification des solutions et la question de la flexibilité de la technologie, tout ceci se joue en Inde, tout ceci se jouait en Afrique et même en Amérique latine. Passons maintenant à la Chine. Comme on le sait bien, c'est un marché de dimension absolument extraordinaire. Et cette masse critique a stimulé l'émergence, le surgissement de véritables titans technologiques comme Alibaba, Tencent, Baidu ou Shanda, la plupart desquels ne sont pas très connus en Occident, mais qui en général ont une force beaucoup plus grande que les acteurs occidentaux. Juste pour vous donner un exemple, Alibaba, qui est un groupe de compagnies de commerce électronique fondé en 1997 par un prof d'anglais, un maître d'école de Hangzhou qui s'appelle Jack Ma. Alibaba a eu en 2012 un volume de vente supérieur au volume de vente de Amazon plus eBay combiné. Et tout indique que dans le moyen terme, Alibaba aura un volume de vente supérieur à tout le commerce électronique des États-Unis. Donc ce sont des véritables colosses numériques. Et ceci a un impact dans la question du livre numérique. Par exemple, dans le cas de Shanda, qui est une compagnie qui vient du jeu vidéo et qui a mis en place tout un écosystème de sites d'écriture et de lecture en ligne qui rassemble à plus de presque 3 millions d'auteurs et environ 80 millions de lecteurs. Donc il y a très très peu d'exemples équivalents en Occident. Et tout indique, comme je disais au début de ma présentation, que la Chine sera bientôt le centre du monde en termes numériques. Je ferme cette très très brève partie consacrée à la Chine avec une citation de Jack Ma, le fondateur de Alibaba Group, quand on lui a demandé comment est-ce que vous avez fait pour battre et avec succès la compagnie nord-américaine eBay en territoire chinois. Et il répond: eBay peut être un requin dans l'océan, mais je suis un crocodile dans le fleuve Yangtze. Si nous nous battons dans l'océan, je perds. Mais si nous nous battons dans le fleuve, c'est moi qui gagne. Et Jack Ma donc fait ici allusion à la question de la localisation, c'est-à-dire l'importance de connaître notre public. Et il me semble que l'exemple de Alibaba et la conclusion que nous donne Jack Ma, c'est que pour une librairie ou pour une maison d'édition ou pour n'importe quelle compagnie autochtone, pour ainsi dire, le fait de connaître son propre public, connaître ce que ce public aime ou désire, c'est un avantage précieux et qui permet à ces compagnies autochtones de faire la concurrence aux compagnies et aux grosses corporations internationales. Donc, quelques réflexions finales à partir des tendances qu'on observe en termes de l'édition numérique en Amérique latine, en Afrique, l'Inde et la Chine. Il est clair que le numérique représente, dans une certaine façon, un grand enjeu pour d'abord les États qui n'ont pas toujours le budget nécessaire pour faire face à ces investissements, et aussi pour les acteurs traditionnels. Mais en même temps,
c'est une opportunité extraordinaire, c'est une nouvelle donne qui permet aux mêmes États et aux mêmes acteurs de sauter les étapes qui leur faisaient problème, par exemple l'étape de l'Internet fixe. Ils ont sauté ça pour avoir l'Internet mobile. Et je pense que les expériences menées au Sud peuvent être un grand apprentissage pour tout le monde. Et principalement en 4 aspects. D'abord, l'importance de l'échelle. Se concentrer d'abord à penser non pas tellement en termes de milliers, qui est l'échelle que ceux qui nous venons du monde du livre sommes habitués à penser, des milliers, un tirage de 2000, 10 000, 20 000, mais en termes de centaines de milliers ou de millions de personnes. Donc échelle d'abord, puis l'importance de la localisation. Il faut essayer de localiser nos solutions, même si cela implique un effort supplémentaire, c'est essentiel. Surtout, comme je disais avant, avec l'exemple de Alibaba, si on veut faire la concurrence à d'autres acteurs qui viennent de l'échelle internationale. Ensuite, il est indispensable de faire des alliances, c'est-à-dire de travailler en réseau avec le secteur technologique, le secteur IT, et d'autre part le secteur public. C'est l'expérience surtout latino-américaine qui montre ceci clairement. Et finalement, je pense que si des entrepreneurs de Rio de Janeiro, des entrepreneurs de l'Afrique du Sud, des entrepreneurs d'un petit village indien arrivent à mettre en place des solutions flexibles, souples, ça veut dire que la technologie elle-même a cette caractéristique. C'est la technologie est quelque chose de souple, et si on parle de logiciel, c'est le monde de la flexibilité totale. Et donc, je pense que c'est surtout ce point-là que peut nous inspirer n'importe où, au sud et au nord. Et bon, je vous remercie beaucoup la possibilité d'échanger ces réflexions, ces expériences. Et bon, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.